Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. Conakry est de nouveau en effervescence, les rues sont en flammes, les manifestants ne désarment pas, même face à la répression des forces de l'ordre déployées dans la capitale guinéenne. On ne sait plus où aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les pauvres qui sont là, ces pauvres Guinéens, tous ceux qui sont là. On dit ça va pas, ça va pas. Il y en a, voilà les taxis qui circulent, les trucs, ils ont faim. La capitale guinéenne est quasi à l'arrêt. Très peu de véhicules circulent dans les rues. De nouveaux magasins, écoles et stations essence sont restés fermés. Le Front national pour la défense de la Constitution, le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mène la protestation, avait appelé à partir de lundi à une mobilisation massive et illimitée. La beauté de la démocratie, c'est l'alternance. On n'est pas contre Alpha, on est contre, disons, tout système qui faillit à la bonne marche de la démocratie. Et aujourd'hui, ces crises qui ne font que se répéter, vraiment, c'est nous, le peuple, qui l'endossons. À chaque fois qu'il y a manifestation, il y a des morts. Des troubles ont été enregistrés dans 12 des 131 quartiers de la capitale et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, selon le ministère de la Sécurité qui a dénoncé l'érection de barricades de toute nature ainsi que des jets de pierre, notamment sur les forces de l'ordre ayant fait des blessés et des dégâts matériels. Une dizaine de personnes ont été interpellées à Conakry selon la même source. En octobre dernier, le président Alpha Condé avait dit regretter la rupture du dialogue entre les acteurs. Il a aussi fait part de son engagement pour la démocratie et le bien-être de ses compatriotes. Permettre à notre nation de faire face aux défis des temps présents et futurs. Les divisions restent fortes en Libye. Le pays a des administrations rivales lourdement armées et chacune est soutenue par un nombre croissant de puissances étrangères. À l'est, le maréchal Khalifa Haftar renforce son emprise sur la ville de Sirte que ses troupes ont prise il y a une semaine. Haftar a lancé une offensive en avril contre le gouvernement basé à Tripoli et soutenu par l'ONU, mais il y a de nouveaux espoirs de paix. Les deux parties ont convenu d'un cessez-le-feu entré en vigueur dimanche. Ceci alors que le Parlement turc vient d'autoriser récemment l'envoi de troupes pour défendre le gouvernement de Fayez al-Sarraj. Ils veulent bien sûr éviter une marche triomphale d'Haftar et de ses forces sur Tripoli et une redistribution des cartes qui serait complètement en faveur d'Haftar. Ce qui arrangerait l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, des pays avec lesquels Ankara a déjà des relations difficiles. Les forces de Haftar ont dénoncé l'intervention d'Ankara comme une occupation turque, une intervention étrangère de plus qui rendrait la situation encore plus compliquée. La Turquie offre un soutien au gouvernement basé à Tripoli et permet à ce gouvernement et aux multipersonnalités militaires et politiques qui l'entourent d'adopter une position plus dure et intransigeante et de refuser les négociations ou un cessez-le-feu. Sur le terrain, le cessez-le-feu semble tenir malgré le refus du maréchal Haftar de signer le document final à Moscou. Une autre conférence, cette fois sous l'égide de l'ONU, se tiendra dimanche à Berlin. De son côté, la Turquie défend son intervention en Libye. Si Dieu le veut, avec le travail qu'on fera à Berlin, nous placerons ce cessez-le-feu sur des bases solides. La Libye est dans le chaos depuis la mort du colonel Muammar Kadhafi en 2011. Les observateurs craignent qu'une plus grande implication de puissances étrangères ne renforce davantage les divisions. « 20 millions d'ouguiyas, environ 550 000 $ américains sont accordés chaque année aux médias privés. Une subvention de salaire, de formation et d'achat d'équipements. Mais cette fois, le nombre de bénéficiaires, 375 médias et 29 associations de presse, fait polémique.
Nous assistons réellement au recul de la presse écrite. Seuls 4 à 5 papiers hebdomadaires continuent de paraître. Pour les quotidiens, il n'existe plus, excepté le journal Horizon qui est la voix du gouvernement. De ce fait, nous doutons de l'exactitude du nombre. Pour lever le doute, la commission de gestion et de distribution du fonds est invitée à dévoiler publiquement tout détail sur les bénéficiaires. Nous avons demandé aux concernés de nous présenter un rapport écrit et complet qui implique tous les détails. S'ils refusent, nous porterons plainte auprès de l'Inspection générale de l'État. Une plainte pour conflit d'intérêts est déjà sur la table de l'IGE, Inspection générale d'État. Elle pointe du doigt les membres de la commission de gestion et de distribution du fonds. Ce que les gens contestent, c'est que certains membres de la commission parviennent à faire intégrer leurs propres médias pour les faire, en tout cas, accéder à ce fonds-là. L'on craint même que le fonds ne devienne insignifiant en raison de la pléthore des bénéficiaires. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de médias ont été créés uniquement en perspective de ce fonds. Nous avons essayé d'avoir la version de la commission de gestion et de distribution du fonds, mais jusque-là, nos tentatives sont restées vaines. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Comme chaque mardi à ce moment précis, nous avons rendez-vous avec la chronique de l'économie présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir Claire. Bonsoir Jacques. Ravi de vous retrouver. Même un petit peu, le temps qui fluctue à Washington évidemment, c'est pas... Exactement, j'ai pris un froid, donc ma voix était un petit peu enrouée. Merci de nous rejoindre sur le plateau. On a eu une petite idée dans les titres. Les États-Unis et la Chine qui signent aujourd'hui un accord commercial en forme de victoire politique pour le président Donald Trump. Tout à fait, et c'est une victoire au goût amer cependant, tant ce bras de fer aura laissé des traces, aussi bien sur les 2 premières économies mondiales. Cette trêve dans la guerre commerciale devrait rassurer les marchés qui ont été très secoués en 2018 et en 2019 par les vagues de tarifs douaniers. Cette accalmie est aussi de nature à stimuler l'économie américaine, un atout pour la campagne de Donald Trump. Elle devrait aussi relancer les investissements des entreprises qui ont fortement ralenti en 2019, faute de visibilité sur l'issue du conflit. Pour le secrétaire américain au Trésor, Stephen Mnuchin, c'est un accord historique. En Chine, les réactions sont plus mesurées. Both sides are reaching les 2 parties ont atteint un certain point acceptable. Pas une victoire. Pour moi, il s'agit d'une première phase de l'accord entre les États-Unis et la Chine. Ils ont atteint un seuil que les 2 parties peuvent accepter, mais ce n'est pas une vraie victoire pour l'une ou l'autre des parties. Alors, selon Washington, la Chine s'est engagée à acheter pour 200 milliards de dollars de biens américains, dont des produits agricoles représentant 40 à 50 milliards. Un tout autre sujet à présent, Claire. En fait, un sujet qu'on aborde assez régulièrement ici, la piraterie dans le golfe de Guinée, une piraterie qui coûte des centaines de millions de dollars à l'Afrique de l'Ouest. En effet, le BIM, le Bureau international maritime, a annoncé aujourd'hui une hausse de 50% des enlèvements de marins au large des côtes d'Afrique de l'Ouest en 2019. Les attaques dans le golfe de Guinée perturbent des routes maritimes internationales et la piraterie coûte des milliards de dollars chaque année à l'économie mondiale. Rien qu'en 2017, le coût pour l'Afrique de l'Ouest avait été estimé à 818 millions de dollars par l'ONG américaine One Earth Future. 90% du total des enlèvements en mer signalés dans le monde entier se sont produits, Jacques, dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée qui s'étend, bien sûr, je vous le rappelle, sur 5700 km des côtes du Sénégal, au nord, à celles de l'Angola,
ces côtes sont devenues ces dernières années le nouvel épicentre de la piraterie mondiale devant le golfe d'Aden au large de la Somalie. Et le Burundi pour clore votre tranche économique, Claire. Alors, à l'occasion de la tournée africaine de Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, ce ministre s'est arrêté samedi dernier à Bujumbura, une visite concluante puisqu'un don chinois va permettre la reconstruction et la réhabilitation de la piste d'atterrissage et de la tour de contrôle de l'aéroport international. Un financement a également été octroyé pour construire un nouveau bâtiment public, comme l'a précisé le ministre des Affaires étrangères burundais. Chaque partie a réitéré son engagement ferme sur le soutien mutuel en ce qui concerne les questions d'intérêt vitaux et de préoccupations majeures. Notre bonne nouvelle concerne l'octroi d'un financement pour la construction d'un nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Alors une tournée qui intervient alors que la Chine se prépare, Jacques, à fêter les 20 ans du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Awal Abdoulaye, 13 ans, et son ami poussent une voiture en panne, essayant de la faire démarrer. Cela fait environ 3 ans que les 2 enfants travaillent dans cet atelier. Je sais comment réparer la pompe de direction, les pneus, la stéréo et même soulever les voitures. Il arrive des fois que je me sens épuisé par le travail, en plus du soleil qui le rend encore plus difficile. Les parents d'Abdoulaye ne gagnent pas assez pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses 6 frères et sœurs, mais il est heureux de pouvoir se prendre en charge et aussi aider ses proches. Je gagne environ $1 par jour. Même quand je l'obtiens, je ne le dépense pas. Je l'économise pour qu'en cas de besoin, je puisse l'utiliser. Plus de 20 garçons de moins de 18 ans travaillent ici, dont beaucoup ne vont pas à l'école. La plupart travaillent comme apprentis mécaniciens en temps partiel. Leurs employeurs disent qu'ils ne soumettent pas ces jeunes au travail. Selon eux, ils apportent de l'aide à ces enfants qu'ils considèrent comme les leurs. À la descente, nous leur donnons quelques pièces pour qu'ils puissent manger et acheter du savon pour laver leurs vêtements. Ici, ils gagnent une vie meilleure au lieu de rester à la maison et faire des bêtises, jouer ou ramasser des saletés dans la poubelle. Nous les soutenons afin qu'ils encouragent également ceux qui traînent dans les rues à venir apprendre ce travail qui leur est salutaire. D'autres enfants comme Abdoul et son frère Youssouf sont obligés de mendier dans la rue pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Honnêtement, je ne veux pas mendier. Je souhaite obtenir de l'argent pour acheter des bonbons et des chocolats pour faire des affaires. En 2003, le président Obasanjo a signé la loi sur les droits de l'enfant. Mais le juriste Ibrahim Carson trouve que plusieurs facteurs entravent l'application de cette loi. Malheureusement, dans cette partie du monde, la pauvreté, l'analphabétisme, les croyances culturelles, les préjugés religieux sont quelques-unes des raisons qui ont réellement affecté l'efficacité de la mise en œuvre de la loi sur les droits de l'enfant au Nigeria. L'Organisation internationale du travail affirme que 43% des enfants du Nigeria sont impliqués dans diverses formes de travail, malgré l'interdiction par les conventions. Selon les experts, tant que la loi n'entrera pas en vigueur, les enfants nigérians ne pourront jamais profiter des joies de l'enfance. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Le tournoi international de football de la République démocratique du Congo aura lieu du 16 au 19 janvier à Kinshasa. Initialement, la compétition devrait rassembler la République démocratique du Congo, la République du Congo, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mais les 2 derniers viennent d'annoncer leur forfait. La FEGIFOOT, la Fédération de la Guinée de football, indique un délai trop court. Finalement, c'est le Niger qui remplace la Côte d'Ivoire. Pays hôte du championnat africain des nations 2020 et de la Coupe africaine des nations 2021, le Cameroun reçoit depuis hier et jusqu'à mercredi une délégation de la Confédération africaine de football pour une visite de travail.
Le pays des Lions indomptables devra rassurer sur sa capacité à achever dans les temps les travaux pour la CAN, notamment le complexe sportif d'Olembe qui a connu d'importants retards ces derniers mois. Demain, les autorités camerounaises de la CAF trancheront au sujet des dates de la CAN 2021 avec un probable retour de la compétition en janvier ou février. World Rugby a dévoilé la composition des groupes du tournoi prévu du 28 juin au 18 juillet 2020 en Italie. Le groupe A comprend la France, double tenante du titre en 2018 et 2019, l'Argentine, l'Irlande et le Japon. L'Australie, le pays de Galles, la Nouvelle-Zélande, 6 fois championne du monde, et la Géorgie composent le groupe B. Unique représentant africain, l'Afrique du Sud se retrouve avec le pays hôte, le Fidji et l'Angleterre, triple championne du monde. L'Afrique du Sud tentera de faire aussi bien lors des 13e championnats du monde de rugby des moins de 20 ans. Les 3 vainqueurs des poules ainsi que le meilleur deuxième seront qualifiés pour les demi-finales. C'est tout pour aujourd'hui, Jacques. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. En ce début, on est dans la semaine, évidemment. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Merci, à demain.